mon but absolu, c'est que à partir du moment où une direction dans l'entreprise se dit tiens, on a cette problématique, appelons la direction digitale pour voir s'ils n'ont pas une solution avec laquelle on pourra travailler, une solution à laquelle on pourra réfléchir ensemble. Ça, pour moi, c'est mon but ultime. Mon approche, ça a toujours été de dire, partons du besoin de l'opérateur, allons voir les opérateurs sur le terrain, celui qui tous les jours va travailler avec la solution de MES, et voilà, posons-lui les bonnes questions, que ça soit fonctionnellement, que ça soit en termes d'ergonomie, de user interface, etc. etc. Et puis, analysons ce besoin. Et une fois qu'on a ça, finalement, on a grosso modo un cahier des charges à peu près de ce qu'on veut. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSaaS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Écoutez, bonjour à tous, je suis super ravi de rencontrer et de vous présenter Alexis Denervaux. Salut Alexis. Bonjour. Alexis est aujourd'hui CIO et CDO du groupe T-Real et il a été plusieurs fois DSI. Il a été aussi consultant et il aide pas mal de startups. Donc, il a une palette assez large de compétences. Alexis, tu pourrais nous dire comment tu définis aujourd'hui ton métier ? Ouais, alors en fait, mon métier est un peu particulier parce que, comme tu l'as dit, en fait, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette en fait de DSI qui va donc consister à couvrir tout le périmètre IT d'une entreprise. Donc typiquement tout ce qui concerne le réseau, les infrastructures, la messagerie, la cybersécurité. Donc ça, c'est un des pans de mon métier. Et l'autre pan, c'est le pan CDO, donc Chief Digital Officer, qui concerne cette fois toute la transformation digitale des entreprises, à la fois sur la dimension interne, donc transformer, mettre du digital dans les directions métiers des entreprises, mettre du digital également pour nos clients, et donc offrir des nouveaux services à nos clients. Et mettre du digital également alors par exemple chez T-Real, dans nos usines. Voilà. Donc digitaliser nos usines. Donc c'est un périmètre assez large, mais bon, passionnant parce qu'effectivement, on passe d'un sujet à l'autre en permanence et c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Ok, et du coup, pour ma gouverne et celle de nos auditeurs, est-ce que c'est toi qui as poussé à ce que tu sois DSI et CDO ou est-ce que c'était un prérequis du poste? Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a quand même eu des gros changements, on va dire, de 2015 à 2020 par rapport à ça. On a vu beaucoup d'entreprises à deux têtes qui n'ont pas forcément bien fonctionné. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de CIO qui prennent cette branche CDO. Comment c'est venu? Comment ça s'est structuré pour que ça soit comme ça? Ouais, alors c'est une bonne question. Alors en fait, il y a vraiment deux partis pris depuis, comme tu dis, 2015, enfin 2010-2015. Les entreprises qui souvent en fait sont parties en fait d'un CIO à qui on a rajouté en fait les responsabilités de CDO. Mais bon, les CIO historiques en fait qui venaient vraiment qui étaient des profils purement IT, ça n'a pas toujours fonctionné. Donc du coup, on a créé en fait un peu ce poste de CDO au départ, surtout d'ailleurs avec une dimension très marketing, donc marketing digital. Et puis en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que la transformation digitale, c'était pas uniquement sur les aspects marketing des entreprises. Et donc, voilà, il y a une prise de conscience par rapport à ça, que la transformation digitale, ça concernait également l'intérieur des entreprises. Et donc,
des postes de CDO ont été créés, mais dans certains cas, je pense qu'en fait, il y a eu confrontation, comme tu l'as dit, entre le CIO et le CDO qui n'allaient pas forcément dans la même direction, avec des faits de silotage, etc. Et donc, voilà, à partir de là, certaines entreprises, dont Tereal, pour laquelle je travaille depuis 2018, ils ont décidé en fait de créer un poste de CIO, CDO. Donc, d'avoir une seule personne avec les deux casquettes. Ok. Et aujourd'hui, pour piloter, donc, au final, en fait, tu industrialises cette transformation, puisque tu portes avec ton équipe vraiment ce changement digital dans l'entreprise. Comment elles sont constituées, tes équipes? C'est quel type de profil? Vous êtes combien? Comment tu as dessiné un petit peu cette équipe matérielle? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, il y avait historiquement déjà une équipe existante, hein, avec une organisation, mais c'était une équipe qui était vraiment organisée comme une DSI en fait. Il n'y avait pas du tout la dimension digitale et il n'y avait pas de ressources dédiées au digital en fait. Euh, Dans la mesure où il n'y avait pas de CDO, finalement, le digital était porté par la direction marketing en partie et la direction, il me semble, de la communication pour le reste. Donc, avec mon arrivée, il a fallu en fait recruter des ressources, enfin créer, disons, un pôle digital avec donc deux personnes que j'ai recrutées, une personne en charge, disons, avec un profil plutôt fonctionnel, digital fonctionnel, et une autre personne avec un profil plutôt digital technique. Alors, pourquoi? Parce que, à mon sens, pour réussir une transformation digitale, il faut tout d'abord être capable de traduire les besoins des directions métiers en use case, donc en cas concret. Moi, je ne crois pas du tout en fait à la transformation digitale où on part d'une solution en vogue type, j'en sais rien, réalité virtuelle, réalité augmentée, RPA ou je ne sais quoi. Et on se dit, bah tiens, parce que tout le monde parle de cette solution et l'implémente, nous, on va l'implémenter aussi. Voilà, moi, c'est une stratégie à laquelle je ne crois pas. Ma stratégie consiste toujours à partir de cas concrets. Et donc, pour identifier ces cas concrets, ces use cases, c'est très important d'avoir une personne qui est capable de comprendre les problématiques métiers et ensuite, en travaillant main dans la main avec le métier, de mettre en face des solutions digitales existantes. Donc ça, c'est une des ressources qui a été recrutée dans mon équipe. Et la deuxième, c'est la ressource qui va être capable de piloter techniquement l'implémentation des solutions qu'on décide de mettre en place. Alors, on met en place de plus en plus de solutions en SaaS, mais malgré tout, il faut une personne qui soit capable de faire le lien avec les prestataires, que ce soit des sociétés, des éditeurs de logiciels ou des sociétés de développement. Donc, pour résumer, je dirais une personne qui est capable d'identifier les use cases avec le métier et de traduire ça en solution digitale. Une seconde personne qui, elle, est capable de faire le lien entre les solutions digitales qu'on choisit et les prestataires qui les proposent et la direction informatique et le métier. Voilà. Ok. Et là, comment tu gères ou qui c'est qui gère chez toi les problématiques d'intégration d'API de ces outils? Parce qu'en fait, il y a quand même deux visions qui sont en train d'émerger. Une vision d'applications décentralisées qui sont intégrées déjà entre elles parce que les éditeurs ont des deals entre eux avec des API qui se connectent déjà. Et certaines où ils ont des API, mais c'est à toi de créer ces connecteurs-là. Et donc, du coup, c'est toi qui gères la synchronicité ou non de ces éléments et qui est maître chez qui. Comment tu gères ça? Est-ce que c'est… Alors ça, voilà, ça typiquement, c'est l'un des avantages d'avoir la double casquette CDO et Bien sûr. CIO. C'est qu'effectivement, j'ai pas, en tant que CDO, à aller voir le CIO et à lui dire, ah bah tiens, est-ce qu'il y aurait moyen de créer une API pour faire le lien effectivement entre cette solution SaaS et notre BO ou je ne sais quoi.
comme j'ai les deux casquettes et que les équipes sont chez moi de toute façon, effectivement, pour ces problématiques-là, il y a un lien très fort entre le pôle digital chez moi et les équipes DSI qui travaillent main dans la main pour ces problématiques d'API, mais aussi pour beaucoup d'autres problématiques. Typiquement, la cybersécurité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui accélèrent sur leur transformation digitale, parfois au mépris des règles de cybersécurité. Or, quand on transforme une entreprise et qu'on digitalise, forcément, ça implique de s'ouvrir beaucoup plus sur l'extérieur et donc d'ouvrir son infrastructure sur l'extérieur. Donc, par définition, le risque cyber augmente. Et pour moi, c'est essentiel que à chaque fois qu'on met en place une nouvelle solution, il y ait avant tout une validation par notre RSSI des règles de cybersécurité, des bonnes pratiques, etc. Donc, le RSSI, il est dans ton équipe ou il est à côté? Non, non, il est dans mon équipe, Ok. côté DSI, lui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, Voilà. il est quand même au centre parce qu'il y a des fois des RSSI qui sont à l'extérieur de la DSI. Donc, Non, 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 non. Lui, il est chez nous. Non, il est dans mon équipe et heureusement. heureusement, sinon, Ouais. c'est sûr. Et avec quel outil tu gères cette gestion d'API pour que tu puisses, parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'est d'être bien sûr, dans un cadre sécuritaire et dans un cadre, bien sûr, contrôlé, le plus flexible et rapide possible pour pouvoir tester, améliorer, changer. Comment tu as réussi à mettre en place cette flexibilité-là? Aujourd'hui, en fait, je dirais que Terreal, on n'a pas, enfin, on n'est pas une DSI d'un groupe du CAC 40, etc., avec Mhm. des moyens en termes de développement, etc., élevés. Donc, en fait, il y a énormément de choses. Enfin, il y a, disons, ouais, la majorité, en fait, est gérée par des prestataires externes. Moi, en fait, que ça soit sur cette partie API, mais aussi sur SAP ou sur, j'en sais rien, enfin, 90% ou 80% des solutions qu'on met en place, en fait, c'est les personnes, que ce soit au sein de la direction digitale ou de la direction informatique, ce sont des chefs de projet. C'est-à-dire que la façon dont on travaille, c'est qu'on s'entoure des bons prestataires, des bonnes solutions. Et ensuite, les personnes chez moi ont vraiment un rôle de gestion de projet avec les prestataires ou les sociétés de développement, etc., en fonction des besoins. Et donc, ça va plutôt être ces sociétés de développement ou ces prestataires qui, en fonction des projets, vont nous proposer telle ou telle solution et charge à nous ensuite de mettre ça en perspective de notre stratégie IT et digitale et de voir dans quelle mesure est-ce que ça respecte nos règles de cybersécu, etc. Ok, donc en fait, là, tu n'as pas internalisé la gestion de l'interopérabilité ou de cette gestion d'API. Non, 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 on l'a pas internalisé. Non, parce qu'en fait, ça impliquerait en fait en termes de développement forcément d'avoir. Pour moi, hein, pour avoir avant Terreal travaillé chez Saint-Gobain, donc dans un grand groupe du CAC 40 industriel, où effectivement il y avait des énormes moyens côté DSI en termes de développement. Donc j'ai vraiment travaillé dans les deux environnements. Euh, pour moi, en fait, pour être efficace en termes de développement et internaliser les développements, être agile, mais que ça ne soit pas au détriment de la qualité, il faut vraiment des ressources importantes. Que ça soit sur le dev, que ça soit sur la partie test, que ça soit sur ensuite le run, etc., etc. Et ça, enfin, soit évidemment, on a des moyens colossaux et des besoins colossaux, et donc dans ce cas-là, ça vaut le coup. Mais dans une entreprise de la taille de Terreal, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rentable euh, d'avoir un pool de prestataires qu'on connaît, qui sont identifiés, avec lesquels on travaille régulièrement et que l'on va solliciter en fonction des besoins parce que voilà, ils sont très réactifs, ils ont de la ressource qui est compétente, qui est disponible, qui connaît Terreal, qui connaît nos problématiques, qui connaît nos process et qui vont donc en fait être
très rapidement capable de se mettre en ordre de marche et de répondre à besoin, mais sans qu'on ait les contraintes, nous en interne, d'avoir des ressources de développement, etc. Et voilà, avec toutes les contraintes que ça implique. Ok, non, mais très clair. Comme ça, moi, Mm. je comprends mieux la façon dont tu structures aussi tes coûts Exactement. C'est et complètement lié, hein. Mm. ouais, ben, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu préférerais, si tu avais un budget plus important, avoir avec toi des personnes à Ouais, 100%? c'est ça. Mais en fait, il y a eu une époque où, alors, je ne sais pas si elle est révolue, mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui en sont revenues ou qui ont créé en fait des centres de développement en Inde, notamment, Ouais. enfin offshore, hein, il y en a eu pas mal, où finalement, bah, effectivement, hein, le coût d'un ETP était ridiculement bas par rapport à ce qu'on voit en Europe et en France. Le problème, en tout cas à titre personnel, pour en avoir fait l'expérience, c'est que euh, voilà, pour que ça, alors économiquement c'est rentable, mais je veux dire quand on livre une application et que l'application elle doit être retestée quasiment de A à Z, souvent parce qu'en fait, il y a eu des incompréhensions et que finalement, tout le temps et l'argent qui a été gagné en faisant développer ça en offshore, bah, voilà, il y a une perte énorme qui fait que le travail doit être quasiment fait une seconde fois en termes de testing. Bon, c'est vrai que, enfin, au-delà de la perte économique, en termes d'énergie, en termes de motivation des équipes, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est préjudiciable. Donc, voilà, n'ayant Ok. pas ces moyens-là, en tout cas, bah, voilà, je fonctionne comme ça et ça fonctionne pas mal. Et du coup, tu nous parlais du MES, hein, donc euh, c'est c'est- c'est un peu le nom de aujourd'hui qui représente la digitalisation d'une entreprise dans une industrie, bien sûr, dans une usine. Comment aujourd'hui tu perçois le MES? Est-ce que c'est un seul MES all-in-one? Est-ce que tu intègres plusieurs solutions? Raconte-nous un petit peu ce que ça veut dire la transformation d'une usine. Ouais, alors c'est pareil, bonne question. Alors, euh, bah, le MES, un MES unique pour tous les sites, c'est le rêve. Parce que ça permet de centraliser, enfin, d'avoir une solution à maintenir, de centraliser l'information, etc. Maintenant, on ne va pas se raconter d'histoire, à moins de partir d'une page blanche et donc de créer sa société industrielle où effectivement on peut faire un peu comme on veut. Les sociétés, enfin en tout cas Terreal, mais aussi voilà, la majorité des sociétés, elles ont un historique, il y a une legacy, et donc du coup, forcément, il y a eu des solutions qui ont été mises en place voilà, pour telle ou telle raison, il y a eu des acquisitions avec des solutions différentes. Donc, la réalité, c'est que quand même, souvent, on se retrouve avec, pour ce qui est du MES en tout cas, avec des solutions du marché, des solutions qui ont été développées en interne, et donc, bon, tout ça, la première étape, c'est déjà d'arriver à faire un peu un état des lieux de qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas utilisé, etc. Moi, en fait, mon approche, elle est assez simple, hein. C'est encore une fois toujours partir de use case. Donc voilà, donc si on prend le cas d'un MES en particulier, la valeur du MES, c'est quoi? La valeur d'un MES, c'est d'avoir de la data. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une solution MES qui tourne, mais s'il n'y a aucune data qui est remontée, bah, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, même si c'est le meilleur MES du monde. Donc, mon approche, ça a toujours été de dire, bah, partons du besoin de l'opérateur, allons voir les opérateurs sur le terrain, celui qui tous les jours va travailler avec la solution de MES, et voilà, posons-lui les bonnes questions. Voyons avec lui qu'est-ce qu'il attend d'un MES, que ça soit fonctionnellement, que ça soit en termes d'ergonomie, de user interface, etc., etc. Et puis, analysons ce besoin. Et une fois qu'on a ça, bah, finalement, on a grosso modo un cahier des charges à peu près de ce qu'on veut. On peut ajouter à ça, aller regarder les solutions MES qui existent dans les différentes usines d'une société, qui donnent une idée un peu d'un cahier des charges général.
Et donc, en compilant toutes ces informations, on arrive à avoir une définition du besoin relativement précise. Et c'est seulement à partir de là qu'on va pouvoir identifier une solution, faire un POC, un Proof of Concept. Si le Proof of Concept se passe bien avec 2 ou 3 sociétés, on essaye d'aller plus loin avec un pilote. Ça permet de sélectionner une solution qu'on va déployer sur une ligne, par exemple, dans une usine. Et puis, on essaie de définir un corps modèle pour qu'on puisse répliquer quand même facilement cette première solution et la dupliquer ensuite sur d'autres lignes ou d'autres sites. Une fois qu'on a ce corps modèle, on définit un plan de déploiement et puis passage à l'échelle et on industrialise le déploiement de la solution. C'est vrai pour un MES, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres solutions qui ont vocation à être déployées massivement dans une société, que ce soit industrielle ou pas d'ailleurs. Ok, donc tu as dit plein de choses. Tu as parlé de comment tu étudies le besoin et jusqu'à quel point tu dois arriver pour trouver une solution. Ça, c'est OK. Tu as dit aussi que il y avait forcément un legacy de solutions. Et donc, du coup, tu avais des solutions, par exemple, j'imagine, de TRS et que tu n'en as pas qu'une seule. Et que donc, du coup, tu dois faire en sorte que ces données remontent pour qu'elles puissent à la fin être travaillées. Donc, c'est-à-dire que tu as mis en place un data lake vraiment en plus du MES pour aller piloter cette donnée. Comment tu as géré ça? Non, pour l'instant, alors on a essayé le data lake, mais pour l'instant, c'est en devenir. C'est-à-dire qu'on fait les choses en parallèle. Pour l'instant, en fait, en ce qui concerne le MES, la solution qu'on a mis en place chez Tereal, c'est une solution qui s'appelle Astray Software. Donc, c'est un éditeur de MES. Et en fait, on a des capteurs qui existaient, qui avaient été mis en place précédemment sur nos lignes. Quand il en manque, on les a rajoutés. Et donc, la solution MES, aujourd'hui, elle est entre guillemets standalone. Elle n'est pas branchée à un data lake ou à quoi que ce soit. La donnée est captée par les capteurs. Elle remonte dans le MES. Et ensuite, les données, pour l'instant, sont analysées, sont disponibles dans le MES. Donc, dans une base de données qui est associée à cette solution de MES. Mais on n'a pas de data lake à proprement parler. Le data lake, on y travaille. Comme beaucoup de sociétés, je pense, on considère que le big data représente un potentiel important. Mais encore une fois, pour moi, la grosse problématique aujourd'hui du big data, c'est pas tant la solution, et encore une fois, c'est l'erreur qui est faite souvent, c'est-à-dire qu'on part de la solution, il y a des solutions, des éditeurs qui vont vous dire que leur solution, grosso modo, vous avez la donnée qui remonte dans leur solution, et puis une fois qu'elle est dedans, c'est un peu magique, on secoue et derrière, on va vous dire, pour produire la meilleure tuile, la meilleure brique ou quoi, il suffit de bouger tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, et vous avez finalement le produit parfait. Bon, moi, malheureusement, les expériences que j'ai faites de ce point de vue-là, ça n'a pas été très concluant. Donc, le nerf de la guerre, c'est pas tant l'outil qu'on choisit, mais c'est vraiment la façon, comme tu l'as dit, dont on structure la donnée. Et donc, la structuration de cette donnée, la sélection de cette donnée, la ségrégation de cette donnée, c'est essentiel et ça prend énormément de temps. Donc, c'est à ça qu'on s'attache aujourd'hui. Et puis, une fois que ça sera fait, on sera effectivement, on aura ce qu'on appelle, entre guillemets, un data lake. Et à partir de là, on sera capable effectivement, d'intégrer ces données dans une solution qui permettra de faire parler cette donnée. OK. Donc, aujourd'hui, tu as un outil central. Cet outil, il avait été choisi par les métiers, avec les métiers avant que tu arrives. C'est ce projet-là qui a fait que tu es devenu aussi responsable de la transformation des usines. Alors, j'imagine que tu parles du projet de MES. Ouais, pardon. Excuse-moi. Non. Alors, en fait, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une solution qui avait été mise en place précédemment, mais qui avait été mise en place et qui malheureusement n'était pas ou peu utilisée, parce que, à mon avis, en fait, elle ne répondait pas forcément aux besoins.
Et donc, quand moi j'ai repris la partie informatique industrielle, l'idée ça a été de voir, la première phase ça a été de voir si la solution qui préexistait, on pouvait faire en sorte de la modifier et de l'adapter pour qu'elle réponde aux besoins. Euh, et puis bon, donc on a fait quelques workshops et bon, force a été de constater que malheureusement ça ne serait pas le cas. Et donc à partir de là, il a fallu se dire, cette solution, elle ne sera pas adoptée, elle ne correspond pas à notre besoin. Donc il faut repartir un peu de zéro et se dire, il va falloir trouver une autre solution. Donc voilà, définition du besoin, cahier des charges, et puis appel d'offres, etc. Ok, d'accord, très clair. Et aujourd'hui, vous avez donc plusieurs usines, j'imagine. Comment tu gères la partie proximité avec les métiers de manière géographique? Bonne question aussi. Alors en fait, pour moi en fait, c'est lié à la gouvernance en fait. Aujourd'hui, dans un processus de transformation digitale d'une entreprise, en fait, on se rend compte que y a certaines directions. Alors c'est pas du tout lié à la fonction, enfin en tout cas par rapport à l'expérience que j'en ai, mais c'est une question de personne. C'est-à-dire qu'on va avoir, j'en sais rien moi, par exemple un directeur des ressources humaines qui va être un peu geek dans l'âme. Et dès qu'il va voir un CDO qui va être nommé, il va être hyper moteur et donc prendre contact avec le CDO et se dire ah bah tiens ça fait longtemps, on pourrait mettre ça en place, etc., etc. Et donc la transformation digitale du coup de la fonction RH accélère rapidement parce que on a ce DRH qui est très orienté digitalisation. Euh, et donc, du coup, le problème de ça, c'est que si on ne fonctionne qu'avec les personnes qui sont moteurs pour digitaliser, on se retrouve avec un décalage assez rapidement important entre des fonctions qui sont très digitalisées et qui accélèrent et d'autres qui ne sont pas du tout. Et donc, du coup, euh, ce que j'ai mis en place, en fait, c'est un système de gouvernance avec un comité digital. Et donc, il est simple. L'objectif, il est de mettre toutes les fonctions autour de la table, j'en sais rien, 4 fois par an, disons, et que chaque direction puisse apporter un certain nombre de projets de transformation digitale de sa direction. Donc, voilà, les RH, ils ont 3 projets à porter, la direction marketing, la direction commerciale, etc., etc. Et cet exercice, en fait, il force chaque direction, à la fois celles qui sont très moteurs sur la digitalisation, mais aussi les autres, à faire l'effort de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a comme use case qui pourrait correspondre à de la transformation digitale. Et ensuite, le deuxième avantage de cet exercice, c'est que ça permet de prioriser les projets, alors pas uniquement en fonction de qui va crier le plus fort, mais en fonction de l'intérêt pour l'entreprise. Parce que, euh, si vous voulez, on peut se retrouver dans des situations où on a des directions qui vont pousser très fort sur des projets de digitalisation, mais qui en termes de ROI ne vont pas représenter énormément par rapport à tel ou tel projet. Et donc, si on ne fait pas cet exercice de priorisation en fonction finalement du payback, on peut se retrouver à dépenser pas mal d'argent en transformation digitale, mais pour des projets qui ont un impact business faible sur l'entreprise. Et donc, l'idée de ça, c'est d'avoir une remontée des projets par direction et ensuite de prioriser les projets en fonction du payback que ça peut représenter pour l'entreprise. Donc là, tu es sur les sources, les différentes sources de valeur qui peuvent Exactement, être réduire le coût, réduire le temps, l'effort, etc. Alors, c'est ça. c'est intéressant ça, comment toi, sur chaque projet, c'est quoi les natures de gains et la façon dont tu les chiffres? C'est pas Ouais, facile. alors, bonne question. Alors, pour moi, en fait, j'ai 2 gros types de projets. Alors, j'ai les projets euh, avec un ROI qui est clairement identifié et qui peut se mesurer. Ouais, ça c'est Voilà. facile, réduire de coûts Voilà. plus dans une industrie,
Ouais, alors, soit ça va être réduire le coût, soit ça va être améliorer notre go-to-market, soit ça va être générer, j'en sais rien, offrir un nouveau service à nos clients. Et donc, dans ce cas-là, on va facturer le service. Et donc, dans ce cas, ça génère, voilà, ça va générer de la valeur. Donc, bien ça, sûr. c'est assez simple. Et après, on a les projets que moi, j'appelle Risk of Ignoring. Donc, ROI, mais une façon un peu détournée d'utiliser la notion de ROI. Et Risk of Ignoring, c'est quoi? Ça va être, je vais prendre un exemple concret, typiquement la cybersécurité. La cybersécurité, en fait, ça coûte beaucoup, ça rapporte rien. Enfin, ça rapporte D'accord. rien dans le sens À date valeur. zéro. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que la façon dont je retourne les choses par rapport à la cybersécu, typiquement, c'est que je vais présenter l'argent que ça coûte à l'entreprise si on ne le fait pas. Voilà. Les pertes, alors c'est très difficile à estimer en fonction du type de cyberattaque, etc. Bien sûr. Mais voilà, c'est finalement de dire, OK, on peut ne pas le faire, mais si on ne le fait pas, voilà le risque que ça représente, voilà le coût que ça peut représenter à terme. Et ça, en fait, avec cette approche, ça permet d'inclure ces projets qui coûtent de l'argent, mais qui ne vont pas avoir un payback en termes de cash, dans la roadmap digitale, dans le schéma directeur de la transformation digitale de l'entreprise, qui pour moi est essentiel. Si on ne fait pas ce travail de définition d'un schéma directeur en collaboration avec toutes les directions métiers pour savoir où on veut aller à horizon 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on peut très vite partir voilà, dans 50 directions différentes et, comme tu le disais, se perdre et avoir voilà, un projet à droite, un projet à gauche, mais sans qu'il y ait une vraie, sans qu'en fait cette transformation digitale, elle s'inscrive véritablement dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc, ce travail de schéma directeur, il est essentiel. Un, parce qu'il permet de savoir où on va, et deux, parce qu'il permet de mettre en place la gouvernance qui va permettre ensuite de se mettre en ordre de marche et de lancer, de délivrer les projets qui apportent réellement de la valeur pour l'entreprise. Non, tu parlais de ton comité digital et il est constitué, parce que moi aussi, ce que j'ai pu entendre, c'est que créer des comités, à la fin, on ne s'y retrouve plus. Est-ce que ton comité de digital dont tu parlais, qui se réunit 4 fois par an, 2 questions. Est-ce que c'est le même comité que le CODIR, mais spécialisé digital et transformation? Première question. Et seconde question, si vous voyez 4 fois par an, d'accord, c'est une chose, mais à quelle fréquence tu leur fais un rapport d'état des lieux des projets et avec quelle précision? Ouais, alors en fait, alors le comité digital, en fait, c'est en fait un comité qui est indépendant du comité de direction général, en tout cas. Il y a un comité de direction générale voilà, qui a lieu, enfin ouais, je crois que c'est tous les 2 mois. Et le comité digital, il a lieu une fois par trimestre. Et il va réunir en fait les représentants des directions métiers. Donc effectivement, ça en fait un de plus. Mais en même temps, si on considère que la transformation digitale, c'est vraiment un élément essentiel de la stratégie de l'entreprise, voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important et qui prend, ça prend une demi-journée. Donc, c'est pas non plus, c'est pas un comité qui s'étale sur 3 jours. Et donc, sur la demi-journée, en fait, on a une liste des projets, du pipe de projets en cours. Et donc, cette liste de projets, elle est rebalayée tous les 4 mois et on repriorise. Et après, pendant l'intervalle, il y a, et c'est là qu'en fait le BRM dans mon équipe, donc Business Relationship Manager, dont je parlais, enfin c'est une des 2 ressources digitales. Ouais. C'est là qu'il a un rôle qui est essentiel parce que lui, constamment, en fait, il fait le lien entre la direction digitale et les directions métiers. Donc lui, très très régulièrement, voilà, il va à la rencontre sur site des personnes sur le terrain, des directions métiers. Il suit l'avancement des projets, il remonte les problèmes, etc. Et donc, c'est lui qui, en fait, va créer ce lien au quotidien
avec les directions métiers de façon à s'assurer que on avance toujours dans la bonne direction, dans la direction qui est définie tous les 4 mois ou tous les trimestres, pardon, lors des comités digitaux. Ok, donc, et juste pour être précisé, donc tu dis que que c'est pas les mêmes personnes dans le comité de direction et dans le comité digital. On est d'accord? C'est quoi? C'est leur N-1, c'est Ouais, alors en fait, on a certaines personnes qui sont effectivement des personnes qui sont communes. Moi, typiquement, je fais partie du comité de direction générale. Et donc, évidemment, bon, je suis O2, mais on a voilà, une ou deux autres personnes. Et après, le reste, c'est effectivement des N-1. Ok. Et donc, du coup, dans ce comité de direction-là, vraiment, hein, il n'y a pas de jugement, mais j'essaie vraiment de comprendre. Les décisions sur les projets peuvent être prises dans la transformation par les N-1 du comité de direction. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, voilà, ouais, ouais, effectivement, ça arrive, ça arrive. Euh, Ça arrive. Non, non, mais c'est une bonne question. Ça arrive. Après, effectivement, ça va pas forcément être sur les projets. Enfin, typiquement, un projet de MES, si on reprend cet exemple-là, le projet de MES, le go du projet MES, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, sur quel site, etc. Ça, c'est quelque chose qui est défini avec le directeur industriel. Donc ça, c'est typiquement une décision comité de direction générale. Après, sur des projets euh, voilà, qui vont peut-être avoir une envergure un peu moins importante, il y a tout à fait des décisions qui peuvent être prises en comité digital. Ok, non, mais c'est intéressant. Tu vois, moi, ça me perturbe un peu dans le sens où, comme tu le disais, la transformation, elle est clé. Et donc, du coup, quand tu crées un centre de décision intermédiaire, en fait, au final, toutes les décisions qui sont compliquées et difficiles sont prises à l'extérieur de ce comité. D'un point de vue extérieur, hein, je ne dis pas que ça fonctionne comme Ouais, ça. ouais, ouais, mais alors c'est un très bon point parce que quand le comité a été créé, c'est vraiment le retour qu'on a eu au départ. Ok. Alors, on a certaines personnes, enfin en l'occurrence des N-1, qui nous ont dit, mais si en fait on est une espèce d'instance intermédiaire qui n'avait pas, qui n'avons pas réellement de capacité de décision, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et or, bah voilà, en l'occurrence, sur des projets, je pense que ce travail est vraiment important. Parce que le comité de direction générale, je sais pas, on va consacrer quoi? On va consacrer une demi-heure ou trois quarts d'heure au digital. Bien sûr, non, Donc, non, mais c'est pas tant la nature de ce qui est dit que les personnes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a d'autres structures qui disent, ben, en fait, on va avoir le comité de direction qui parle, comme d'habitude, de tous les sujets. Et en fait, le même comité va avoir un rendez-vous digital, par exemple, une fois tous les 2 mois, comme ce que tu fais toi, euh, mm, mais pour traiter que des sujets digitaux, parce que ça devient clé dans l'entreprise. Voilà. ouais, Mais toi, ça fonctionne comme ça et c'est très bien. Moi, ouais, j'essaie ouais. de comprendre. OK. Bon, après peut-être que ça évoluera, mais en tout cas aujourd'hui ça fonctionne comme ça et pour l'instant bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Et le reporting qui est fait, du coup, c'est quoi comme nature de reporting? C'est auprès de qui? Est-ce que c'est un reporting donc, que le BRM fait à toi et toi tu fais au comité digital ou est-ce que c'est toi qui le fais pour le comité digital et le même est envoyé au comité de direction? Non, alors moi, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est que je veux vraiment que alors, le BRM, c'est très récent, hein, mais mon objectif, c'est vraiment que le BRM, de plus en plus, ça soit lui qui pilote le comité digital, qui pilote, oui, enfin, qui soit vraiment en frontal. C'est vraiment mon objectif, de façon à ce qu'il y ait vraiment un lien très fort entre les N-1 des directions métiers et le BRM. Euh, Parce que le truc, sinon, c'est que si c'est tout le temps moi qui suis en frontal, euh, bah, le rôle du BRM, en fait, il est moindre parce qu'il risque d'être bypassé et on risque de se dire, bah, de toute façon, il n'a aucune capacité d'intervention, de décision ou de quoi que ce soit. Et donc, du coup, on passe directement par Alexis. Or, mon objectif, c'est vraiment que la personne qui assure ce lien au quotidien entre les directions métiers et la direction digitale, ça soit ce BRM. Ok, non, non, mais très bien, c'est très clair. Tu fais en sorte aussi que ton équipe puisse être en front envers les différentes problématiques pour pas que ce soit concentré sur toi, quoi.
Ouais, et en fait, je pense que humainement, aujourd'hui, bon, les personnes chez moi qui travaillent sur le digital sont des personnes relativement jeunes et sont des personnes en fait euh, pour qui en fait l'un des intérêts voilà, de leur job, euh, bah, c'est effectivement qu'il y a un sens. Et je pense que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment sur le sens du travail, notamment pour cette jeune génération. Et je pense qu'en fait, le modèle qui consiste à ce que bah, finalement les N-1 ils fassent en permanence du reporting à leur N+1 et qu'ils n'aient pas de capacité de décision ni beaucoup d'autonomie, c'est un modèle qui ne fonctionne pas avec du micromanagement, bon, et tout ce qui va avec. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de donner le maximum d'autonomie et le maximum de capacité de décision à mes N-1 pour que vraiment ils se sentent investis, motivés et qu'ils aient un réel impact sur les projets auxquels ils participent. Ouais, mais c'est très clair et c'est plutôt sain comme approche. Tu sais, le BRM, sur LinkedIn, j'en ai trouvé quasiment aucun en France. On a quelques IT business partners, mais il y en a beaucoup plus, c'est plus en France dans la finance. Euh, d'où vient le BRM pour toi? Pourquoi en fait il n'y a pas de manière un peu plus large ce type de personnes dans toutes les organisations? Comment tu vois la structure en fait de ces équipes et pourquoi aujourd'hui elle est pas, il n'y a pas, je sais pas moi, un BRM dans toutes les ETI de France? Euh, Bah, je sais pas, parce qu'ils ils sont pas posé la question. Non, mais en fait, quand la transformation digitale a démarré, tout le monde, la grande phrase que tout le monde sortait, c'est il faut arrêter c'est avec ces effets de silo, etc., les directions qui avancent chacune de leur côté, etc. Bon. Et ce qui, à mon sens, est très vrai. Euh, la question, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, bah, c'est bien joli, mais comment est-ce qu'on fait? Moi, je me suis pas mal posé la question, en fait, de savoir bah, finalement comment est-ce qu'on peut faire pour créer ce lien entre une direction IT digital et le métier. Euh, et en fait, bah, pour moi, enfin, il n'y a pas 50 solutions, c'est de l'humain. Et l'humain, euh, on le voit bien d'ailleurs avec la crise actuelle et les Teams qui s'enchaînent à longueur de journée, enfin Teams ou autre, Zoom, etc. Euh, et finalement, oui, mais c'est ça, c'est de l'humain. Donc, à partir du moment en fait où on veut casser cet effet de silo, euh, il faut impérativement qu'on ait une personne qui soit capable de comprendre les enjeux d'une direction métier euh, et que cette direction métier, quand elle discute avec cette personne, ait l'impression qu'on la comprend. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que bah, on a beau dire oui, il faut casser ces effets de silo, mais les effets de silo, ils restent. Or, avec un BRM, ouais, il est expert sur rien, le BRM. Je veux dire, il n'est pas un expert de la finance, c'est pas un expert des RH, c'est pas un expert du marketing, des ventes, etc. Mais il a, c'est un profil assez généraliste d'un point de vue métier, et donc il est capable d'avoir, c'est un très bon communicant, et il est capable de se mettre autour de la table avec un directeur commercial, d'écouter ce que le commercial va lui dire, et voilà, et ensuite d'arriver à traduire ce qu'il va lui dire avec le reste des équipes digitales. Mais à la limite, ce qui se passe ensuite au sein de la direction digitale entre le BRM et puis le besoin qu'il a capté du métier, ça a finalement, enfin, c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est un peu notre sauce interne de la direction IT digitale. Ce qui est important, c'est que le métier se sente compris quand il discute avec quelqu'un de la direction IT et digitale. Or, je pense que pendant de longues années, quand il n'y avait pas encore de, quand en fait tout ça était porté par les DSI, ben, en fait, on avait des profils qui étaient très techniques, très IT, et quand on les mettait en face d'un directeur commercial qui exprimait son besoin, la communication, elle ne se faisait pas. Parce que la personne de l'IT ne comprenait pas ce que lui disait
la personne du commerce et inversement. Et donc, du coup, on se retrouvait avec une incompréhension permanente et donc un besoin qui était mal traduit ou pas traduit, et donc des solutions qui étaient inadaptées à finalement ce qui devait être mis en place. Et je pense que vraiment, c'est vraiment ces profils qui ont à la fois une sensibilité métier et une sensibilité IT digitale qui aujourd'hui permettent de casser cet effet de silotage. C'est un peu, est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu, cette organisation, tu vois, CIO, DSI, responsable digital, BRM, est-ce que c'est pas la nouvelle organisation plutôt orientée solution par rapport aux anciennes organisations? Quand je dis anciennes, c'est pas péjoratif, hein, c'est plutôt de dire, voilà, il y a 15 ans, c'était la norme. AMOA, AMOE, direction des études. Ouais, exactement. Ouais, c'est complètement ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment ça. C'est que là, aujourd'hui, pour moi, une organisation IT digitale efficace, voilà, ça passe par une solution, enfin par une organisation qui est là effectivement pour proposer des solutions. Alors après, je pense que AMOA, AMOE, ils étaient peut-être moins force de proposition. C'est-à-dire que c'était quand même plus, à mon sens, le métier qui venait avec déjà une idée assez précise finalement de ce qu'ils voulaient, des solutions qu'ils avaient identifiées, alors qu'aujourd'hui, une direction digitale qui fonctionne bien, c'est une direction digitale. Pour moi, mon but absolu, qui va répondre un peu à la question, c'est que à partir du moment où une direction dans l'entreprise se dit ah bah tiens, est-ce que tiens, on a cette problématique, appelons la direction digitale pour voir s'ils n'ont pas une solution avec laquelle on pourra travailler, une solution à laquelle on pourra réfléchir ensemble. Ça, pour moi, c'est mon but ultime. C'est-à-dire que on n'est plus dans la direction digitale qui sollicite les directions métiers, on a vraiment inversé le système, et ce sont les directions métiers qui ont le réflexe de se dire, tiens, on a une problématique métier, il y a peut-être une solution digitale, appelons la direction digitale et voyons avec eux si on ne peut pas mettre quelque chose en place. Voilà, étudier une solution. Pour moi, ça, c'est mon but ultime. Voilà. Super. Écoute, merci pour tout, Alexis. C'était super intéressant. Voilà, je vous en prie. Apprécié l'échange. Ouais, très intéressant. Et puis, voilà, si jamais il y a des questions, on peut toujours me contacter par email. Top. Merci, Alexis. Voilà, bonne journée. J'espère que vous avez apprécié l'échange avec Alexis. C'était super intéressant de creuser un peu tout ça avec lui. Comme toujours, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn, sur Twitter, ça nous aide énormément. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de SI à interviewer. Allez, ciao!